Bonjour à tous, je suis Soukaina Gutiérrez, artisane maroquinière et maintenant je suis aussi podcasteuse. Je suis passionnée par l'univers du luxe et de l'artisanat d'art. J'ai donc décidé, à travers ce podcast, de vous partager les expériences de personnes exceptionnelles que j'ai la chance de rencontrer. Cet épisode est une des raisons principales pour lesquelles je me suis lancée dans ce projet de podcast. Vous faire découvrir des métiers, des savoir-faire incroyables dont on entend peu parler ou que l'on ne connaît pas. Frédéric est luthier à Montpellier. Il fabrique donc des instruments à cordes. Il vous expliquera plus en détail et mieux que moi en quoi consiste son métier. Cet épisode est absolument incroyable. Frédéric nous fait découvrir son métier avec passion. Il est passionné, il nous passionne. Il nous donne également une belle leçon de vie en nous parlant de l'importance que revêt la transmission du savoir-faire dans un métier artisanal. Frédéric est un des premiers luthiers à s'être installé à Montpellier à la fin des années 80. Il a participé à la construction d'une communauté composée d'une quinzaine de luthiers montpelliérains en y insufflant un état d'esprit de partage et d'entraide. Je vous invite à écouter cet épisode jusqu'à la fin. C'est un épisode qui est un peu plus long que d'habitude, mais je vous invite vraiment à écouter l'épisode en entier. Prenez votre temps, écoutez-le attentivement, vous y apprendrez énormément sur la vie d'un artisan d'art. J'ai adoré interviewer Frédéric. Encore une fois, le meilleur moyen de m'aider dans la poursuite de ce projet est de partager le podcast. N'hésitez pas à en parler à vos amis, vos collègues, votre famille, à en parler autour de vous. Et j'ai un petit scoop, le blog du podcast est enfin prêt. Ça s'appelle luxeartisanat.fr, luxe et artisanat tout attaché. Si vous voulez me suggérer des invités, me laisser des commentaires ou tout simplement me laisser un petit mot doux, n'hésitez pas à le faire, soit sur la page Instagram du podcast, @luxeartisanat, encore une fois tout attaché, ou vous pouvez tout aussi bien me contacter directement sur LinkedIn à Soukaina Gutiérrez. Maintenant, je laisse place à ma conversation avec Frédéric Chaudière. Bonne écoute. Bonjour Monsieur Chaudière. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. D'ailleurs, je tiens à préciser nous sommes à Montpellier. Et nous sommes en plein cœur en fait du centre historique de Montpellier, dans un magnifique lieu, un petit hôtel particulier. Vous avez vraiment des conditions de travail qui sont exceptionnelles. Ça, par contre, je tiens à le dire. Vous avez vraiment énormément de chance. Enfin, ça, de toute façon, ça, je pense que vous le savez. Oui, je le sais, mais c'est un long travail. Ça veut dire que j'ai cherché un lieu pour installer mon atelier pendant plus de 10 ans. J'en ai visité plein, plusieurs fois j'ai failli acheter, m'installer ou même louer d'autres endroits, jusqu'à ce que j'arrive dans cet endroit-là, l'hôtel Magnol, au cœur de Montpellier, qui était en ruine à l'époque. Et oui, c'est vrai, c'est vraiment un endroit incroyable. Juste là, la position de mon établi, entre deux fenêtres exposées est-ouest, rien que ça c'est déjà énorme. C'est-à-dire j'ai double éclairage indirect dans une rue piétonne, pas de bruit, dans un immeuble historique. Et c'est assez intéressant de savoir que l'immeuble a été construit dans les années 1700, la période où les meilleurs violons ont été faits dans l'histoire. C'était important pour vous d'être dans un lieu comme ça, historique ? Ben oui, ça a des répercussions multiples, nombreuses et directes sur mon travail. L'acoustique, par exemple, de ce lieu est extraordinaire. Et extraordinaire parce qu'il n'y a pas d'aluminium et de verre partout, par exemple. Si vous avez des carreaux en céramique au sol, des baies vitrées et du placo-plâtre, ben ça ne sonne pas du tout de la même manière. Donc ça, c'est juste un des aspects. D'accord, un aspect extrêmement important pour votre métier, bien sûr, voire bien indispensable. Sûr, indispensable, mais aussi c'est l'époque où ont été construits ces bâtiments historiques, 17e, 18e siècle. Les artisans qui ont travaillé ici, ils avaient les mêmes méthodes, les mêmes outils que les luthiers italiens du Stradivarius, Guarnerius et autres. Ça veut dire les mêmes objectifs,
un outillage extrêmement simple, rudimentaire, et le même désir de faire des grandes choses avec des outils simples. Voilà. Donc ça se ressent dans cette porte, ça se ressent dans le sol, la disposition des lieux, les volumes, la distribution, la circulation dans la pièce. Et tout ça, c'est des choses dont on essaie de comprendre et qu'on essaie d'approcher quand on fabrique des violons. Voilà. D'accord. Si ça vous dérange pas, je mettrai quelques photos sur le compte Instagram sûr, pour que les éditeurs puissent voir. Ouais. Alors, vous n'êtes pas le seul luthier à Montpellier. Plus tard, on reviendra du coup sur votre métier. Mais c'est vrai que quand on se promène, quand on se perd un petit peu dans les dédales, dans les petites ruelles de Montpellier, on peut apercevoir ici et là des artisans qui travaillent. Alors du coup, j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que Montpellier compte 11 ateliers de luthier, si je ne me trompe pas. Peut-être un petit peu un peu plus. Un peu plus. 13, 14, 13, peut-être même 15. Ouais. Donc environ une quinzaine d'ateliers de luthier pour à peu près environ un petit peu moins de 300 000 habitants que compte la ville de Montpellier. Alors moi, personnellement, je trouve que c'est un très fort taux de concentration. Comment est-ce que vous expliquez en fait Bon, alors il y a plusieurs explications. La première, c'est que Montpellier est une ville avec une politique culturelle ambitieuse, importante depuis 30 ans. Il y a un festival de musique, il y a un orchestre, il y a un conservatoire. Aux alentours, il y a des salles de concert, de spectacles, des festivals. Et ça amène évidemment donc des musiciens. Donc certains sont ici, habitent ici et sont là toute l'année. Certains viennent l'été pour les festivals. Mais bon, ça donne du travail. En fait, ça nécessite la présence de luthiers. Ça rend nécessaire la présence de luthiers dans la ville de Montpellier. Maintenant, il y a du travail à Montpellier pour peut-être 2 luthiers, on va dire. Et il y a 15 ateliers. Donc le delta s'explique par le fait que ces ateliers fabriquent des instruments. Et en fabriquant des instruments, on ne les fabrique pas pour une clientèle locale. Ça veut dire qu'on fabrique des instruments à la main, très bien faits. Ils vont se vendre un peu ici, un peu là, un peu à l'étranger. Et donc ensuite, il y a une émulation entre les différents ateliers. Il y a aussi des gens qui ont été formés ici, chez moi, qui sont restés, qui sont venus pour apprendre et qui sont restés, qui se sont installés. Et tout ça fait que, voilà, à l'arrivée, il y a 15 luthiers. Mais c'est possible parce qu'il y a une bonne intelligence entre les luthiers. C'est-à-dire que si les luthiers, ou plutôt parce que les luthiers ont une approche, on va dire, intelligente de la situation. Dans le passé, pour s'installer, d'abord pour apprendre le métier, il fallait trouver un maître, faire un apprentissage, et puis quand vous aviez fini votre apprentissage, le maître allait vous dire va donc t'installer là-bas, plus loin, ailleurs. Et c'est même lui qui allait décider de où vous allez aller. Et il va vous envoyer dans un endroit peut-être où il n'y a pas trop de boulot. Hein, vous n'allez pas empiéter sur son territoire. Bon, tout ça, c'est le passé, mais c'est un passé qui n'est pas très loin, qui n'est même pas loin du tout. Donc, c'est-à-dire environ quand je suis arrivé ici à Montpellier, il y a 30 et quelques années, c'était comme ça. C'était comme ça. Donc, il y avait la maison Vatelot à Paris, et vous alliez travailler à la maison Vatelot à Paris, vous travailliez là-bas 10 ans, et puis après on vous disait mais pourquoi tu ne vas pas à Bordeaux, pourquoi tu ne vas pas à Strasbourg, pourquoi tu ne vas pas là, et là il n'y a pas de luthier à Aix-en-Provence, va donc là-bas. Voilà, et donc ça crée des tensions, c'est sûr, entre les luthiers, mais surtout c'était complètement ça tue le métier, ce genre de démarche en fait. Ça tue le métier, c'est-à-dire que pour progresser, il faut se mettre ensemble, chercher et avoir des buts communs. Et donc si on partage les connaissances, si on partage les adresses des bons fournisseurs, si on partage la clientèle même, on arrive à avoir 15 ateliers à Montpellier qui sont prospères. Et on peut avoir une ville de Montpellier qui soit connue dans le monde entier comme étant un lieu important où on peut aller faire remêcher son archer, trouver un instrument baroque, faire fabriquer un violoncelle, même essayer plusieurs violoncelles modernes de bonne qualité. Voilà. Et donc à Barcelone, les gens savent que s'ils viennent à Montpellier, ils ont ça. Ils n'ont pas ça à Barcelone. Mais à Montpellier, ils peuvent l'avoir. Ouais.
Ok. Quand vous êtes arrivé il y a une trentaine d'années, vous étiez, il y avait déjà 15 ateliers? Non, pas du tout. Il y avait 2 luthiers à Montpellier. Et donc moi j'étais le 3e à m'installer. Et les 2 qui étaient là étaient installés depuis très peu de temps. Donc ça veut dire que 5 ou 6 ans avant que je m'installe, il n'y avait pas de luthier à Montpellier. Ou il y avait un luthier qui travaillait, un tout petit atelier, on va dire. D'accord. Donc vous faites en fait partie, du coup vous et peut-être les 2 autres luthiers qui étaient là juste avant vous, de vraiment, vous étiez quand même un peu le moteur en fait de cet état d'esprit qui est de non, bon, on est tous ensemble. Alors certes, on peut être concurrent d'une manière ou d'une autre, mais au final, il faut quand même qu'on s'entraide. Ici en fait à Montpellier, c'est ce qui fait aussi donc du coup la réussite. De ce secteur en fait. Oui, on fait partie, on va dire, d'une nouvelle génération de gens qui ont appris à l'étranger. Et donc on n'est pas passé par les fourches codines de la corporation française. Voilà, donc moi j'ai appris en Angleterre et les 2 qui étaient à Montpellier juste avant moi avaient appris en Italie. Donc ils se sont installés à Montpellier par choix et par volonté de faire progresser, enfin bref, de trouver un endroit où ils puissent être bien pour travailler. Moi j'avais une démarche un peu différente, c'est que je voulais vraiment fabriquer. Donc je n'étais pas intéressé pour avoir une boutique ou faire de la réparation, vendre des accessoires, des étuis, pas du tout. Donc je voulais vraiment fabriquer. Donc voilà, d'ailleurs j'ai pas de boutique. On passe dans la rue, on voit rien. On peut entendre de la musique peut-être des fois, mais c'est tout. Et bon, ça c'est un choix. Moi je me suis installé ici parce que j'ai vécu ici mon enfance et que c'est un endroit où je me sens bien et où j'ai envie d'habiter, quoi. Voilà. Ok. Et donc du coup, mais d'ailleurs juste pour rebondir, vous savez, sur cet aspect où quand on est formé en fait avant, enfin chez un luthier, il nous disait d'aller nous installer un peu plus loin. Il me semble que donc dans le secteur de la maroquinerie, j'avais discuté donc avec des maroquiniers. Il me semble que dans la c'est écrit en fait quelque part, je crois, au niveau de la fédération française, que quand du coup on devient indépendant, il faut respecter une certaine distance dans l'ouverture d'une boutique ou d'un atelier entre la boutique ou l'atelier de notre employeur, de notre ancien employeur, et du coup la nouvelle boutique ou le nouvel atelier que nous on compte créer. Et c'est vrai que c'est exactement en fait ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, c'est ce côté vieille France. Ouais. Un peu vieille France. Bon, après, mais donc, c'est la mort du métier, ça. Franchement, c'est la mort du métier parce que les connaissances, ça peut pas se garder pour soi. Si jamais on sait des choses et qu'on ne transmet pas, d'abord, c'est une perte considérable pour les générations suivantes, mais c'est aussi une perte pour l'objet lui-même, pour le métier lui-même. Ça veut dire, si vous avez d'abord vous avez reçu votre savoir de quelque part, quelqu'un vous l'a transmis, et donc essayer de freiner la diffusion de ça, je trouve malhonnête. C'est une première chose. Donc pour rentrer dans un atelier, il faut trouver quelqu'un d'assez généreux pour vous donner du temps, une partie de ses connaissances, toutes ses connaissances. Et donc, vouloir mettre des obstacles pour ceux qui arrivent après puissent pas profiter de ça, je trouve qu'il y a une forme de malhonnêteté là-dedans. Et ensuite, c'est aussi un aveu de faiblesse. Ça veut dire qu'on a peur des gens qui arrivent après. Et franchement, non, moi vraiment, j'aime ce métier, j'ai envie de faire de bons instruments et j'ai envie que les gens qui viennent après moi fassent de meilleurs instruments que moi. Voilà, donc tout ce que je sais, je le donne à mes assistants, aux gens qui viennent travailler avec moi. Et c'est pas un hasard si 5 d'entre eux sont installés à Montpellier, ont du travail et ils sont installés même la porte à côté. Voilà. Et non plus, c'est pas un hasard si on a de bons fournisseurs, si jamais on a de la reconnaissance à l'étranger. C'est parce qu'on travaille ensemble qu'on arrive à faire des projets que je serais incapable de mener seul. Donc en étant plusieurs, en travaillant à 4, à 5, à 6 sur un objectif, on découvre des choses. Alors, vous aviez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas été formé en France. Donc, du coup, j'aimerais en savoir un peu plus sur votre parcours. Où est-ce que vous avez appris ce métier? Qui vous l'a transmis, etc. Où est-ce que, du coup, vous avez été formé? Voilà, si vous pouviez m'en dire un petit peu plus.
Alors, je suis arrivé à la lutherie par la musique. Donc, j'ai découvert la musique à 15 ans. J'ai une passion soudaine et brutale pour la musique. Et j'ai commencé à fabriquer des guitares électriques pour le groupe punk dans lequel je jouais. Et puis, à partir de là, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose qui me procurait un plaisir immense. Donc j'ai voulu apprendre ça vraiment, à fabriquer des instruments de musique. Les guitares, c'est pas tellement compliqué à faire, surtout les guitares électriques. Et on est en concurrence directe avec l'industrie, les machines. Donc c'est pas ça que je voulais. Je voulais vraiment apprendre la conception des instruments dans leur globalité. Et c'était même plus que les instruments. Je voulais apprendre différentes techniques, principalement des techniques liées à la mise en œuvre du bois, mais permettant de faire aussi bien, dans mon esprit, ça pouvait être construire un bateau, faire un meuble, faire un instrument de musique. C'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire d'avoir cette liberté, pouvoir prendre un crayon, et décider de faire quelque chose, même une maison, et le faire. Donc j'ai pensé que apprendre à fabriquer des violons, c'était ça, c'était acquérir un ensemble de techniques qui me permettraient d'être libre en fait, de faire ce que j'avais envie de faire. Sachant qu'à l'époque j'avais une aversion profonde pour la musique classique, jouer du violon ou toute la musique qui pouvait être jouée avec le violon, ça m'intéressait vraiment pas. C'est ce que j'allais dire, parce que vous êtes passé du punk au classique, d'accord. Ouais, absolument. Et donc ce absolument. passage s'est fait comment? Eh ben ça s'est fait juste pour ça, pour pouvoir faire ce que je voulais avec mes mains en fait. Et tout m'intéressant évidemment à la musique, mais donc la musique c'est le cœur de ma préoccupation. Et fabriquer de bons instruments de musique, ça j'ai joué moi-même de la musique, je savais que c'était primordial. Et que il y avait pas, c'était quelque chose de vraiment mystérieux. Qu'est-ce que c'est qu'un instrument, un bon instrument, un instrument, qu'est-ce qui fait la sonorité d'un bon instrument? C'est quelque chose qui était vraiment complexe. Et donc voilà, j'ai voulu apprendre ça. Donc j'ai commencé par faire le tour des différentes possibilités, des différentes écoles. Donc en France, il y avait une école à Mirecourt qui offrait une formation en CAP. Donc il fallait avoir moins de 16 ans. J'avais plus de 16 ans, donc c'était exclu pour moi. Après, je suis allé voir en Italie. Là, il y avait vous aviez quel âge? J'avais une vingtaine d'années quand j'ai vraiment voulu faire ça. C'est-à-dire okay. Ouais. Après le bac, quoi. Et je suis allé en Italie voir cette école de Crémone. Là, il y avait beaucoup d'élèves. C'était compliqué. J'étais pas tellement séduit par le côté, par le nombre en fait. Mais d'ailleurs, Crémone, qui est un des berceaux. Oui, c'est la ville de Stradivarius. Ouais. Voilà, c'est le berceau de la lutherie, dans tous les cas de la lutherie italienne, moi de la lutherie tout court. Et donc là, il y a une école, mais avec un nombre d'heures d'ateliers qui est. Enfin bref, l'enseignement qui était là, donc je me suis renseigné, j'ai parlé avec des étudiants qui étaient là, mais c'était. Ouais, bon. Intéressant, on va dire, c'était mon deuxième choix. Okay. Mais je suis allé aussi en Angleterre, là j'ai trouvé une école petite avec 36 élèves, 3 classes de 12 élèves. Sur les 12 élèves de chaque classe, il y avait la moitié 6 qui étaient étrangers, qui venaient du monde entier. Il y avait des Australiens, de Hong Kong, des Allemands, Français, Danois. Et un enseignement vraiment, d'une part, de très haute qualité, mais avec un maximum d'heures d'atelier. C'était vraiment centré sur le sujet violon. Donc je me suis inscrit au concours d'entrée de cette école. Je suis rentré là et donc j'ai fait 2 ans de formation là avant de revenir à Montpellier, d'ouvrir mon atelier et de me consacrer exclusivement à la fabrication de violons. Donc en fait, directement après votre formation, vous êtes revenu à Montpellier et vous avez monté votre propre structure. Oui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas passé par la phase apprentissage en fait. Enfin, quand je dis apprentissage, c'est perfectionnement après une école. Apprenti en fait chez un professionnel. Non, alors mon parcours est pas très, on va dire, il est plutôt même atypique. Je suis allé passer le test à l'école à Newark en Angleterre. Je suis arrivé à la fin de l'année, au mois de fin mai. Et mes tests étaient bons. Ils m'ont dit vos tests sont bons, on veut vous prendre, mais cette année le recrutement est fait. L'école la classe de l'année prochaine est complète. Donc revenez nous voir l'année prochaine. Vous avez de fortes chances de rentrer. Donc évidemment j'étais déçu, mais ça m'a aussi
donner des motivations. Et donc j'ai trouvé un atelier à Paris qui a bien voulu de moi comme apprenti. Là, j'ai travaillé pendant 1 an. Et on va dire que ça, c'était une forme d'apprentissage. Ensuite, je suis allé à l'école. J'ai pas fini l'école. C'est-à-dire que l'école, c'était 3 ans. Je suis parti au bout de 2 ans pour venir à Montpellier, pour créer mon atelier et commencer à travailler, donc sans rien demander à personne et direct. Et pourquoi vous n'avez pas fini l'école ? J'ai pas fini l'école parce que ça coûtait très cher, que j'avais aucun espèce d'argent, parce que je m'entendais pas très bien avec le professeur de 3e année, et pour des raisons personnelles aussi, parce que 2 ans en Angleterre, c'était beaucoup pour moi. D'accord. Et donc là, du coup, vous revenez à Montpellier, et là, vous vous lancez. Alors, du coup, je veux dire, parce qu'on discutait tout à l'heure, et vous m'aviez dit, voilà, moi j'ai commencé, je veux dire, vous n'avez rien hérité, etc. Vous avez commencé votre atelier, donc moi, du coup, j'ai plein de questions à vous poser. Déjà, vos premiers clients, comment vous avez fait pour les trouver ? Est-ce que vous n'aviez pas cette espèce d'appréhension, de peur, de vous dire, alors là, on m'a commandé un violon, donc est-ce que je vais vraiment être à la hauteur, en fait, des exigences du musicien ? Enfin, dites-moi un peu comment ça s'est passé au début, en fait. Bon, donc j'étais porté par le plaisir l'envie de faire ce métier, donc le plaisir de fabriquer les violons. Et j'ai pas trop réfléchi. J'ai quitté l'école, je suis venu à Montpellier et j'ai trouvé un petit local. J'ai emprunté quelques sous, mais très peu d'argent, ce qu'a bien voulu me prêter le Crédit Agricole à l'époque. Et c'était au mois de juillet, début juillet. Et j'ai construit un alto là pendant l'été et il y avait un concours de sonorité au mois de septembre à Lille. Donc j'ai amené mon alto qui était en finale avec 5 autres instruments qui s'est vendu dans le quart d'heure parce qu'il était moitié moins cher que les autres instruments qui étaient en finale. Et puis cet instrument a plu au professeur qui en a commandé un, puis ainsi de suite. Le bouche à oreille a fait que j'ai eu du travail tout de suite et que ça s'est jamais arrêté depuis. Voilà. Évidemment, vu avec le recul, il y a une part de risque qui est énorme. Si cet instrument-là se vend pas, si le suivant se vend pas, je pense que c'est pas des choses qu'on peut. Ça dure quelques mois ce genre d'expérience, mais ça a fonctionné, voilà. Et ça a fonctionné, pour un ensemble de raisons, parce que l'instrument sonnait bien, parce qu'il n'était pas cher, parce que j'avais des choses à proposer et qu'il y avait une demande en face. Voilà. La demande change aussi. Et moi-même, j'ai changé. Les choses que j'ai à proposer sont différentes. Mais le plaisir reste là. Ça veut dire de fabriquer les instruments, c'est une espèce de drogue. C'est comme j'ai besoin de ça. Ok. Et donc du coup, tout à l'heure, vous parliez donc des luthiers en fait à Montpellier. Vous disiez qu'il y avait du travail seulement pour 1 ou 2 ateliers en fait à Montpellier, puisque la clientèle n'est pas locale. Donc en fait, qui sont vos clients ? Alors mes clients, au départ, c'est des musiciens professionnels, des musiciens d'orchestre, des jeunes qui vont faire de la musique classique leur profession. Et puis ensuite, c'est devenu des professeurs, puis c'est devenu des solistes, puis c'est devenu des collectionneurs, des musées, des fondations. Donc aujourd'hui, c'est un peu tout ça. Et au départ, c'était, on va dire, national. Et maintenant, c'est partout. Absolument partout. Il y a des violons. Ça peut être à Buenos Aires, ça peut être à Singapour, ça peut être à Moscou, à Londres, à Madrid, à Athènes, en Jordanie, en Afrique du Sud, en Chine, vraiment partout. D'accord. Et
Parce que du coup, j'ai regardé un petit peu votre compte Instagram, etc. Vous demandez souvent aux musiciens à qui, du coup, vous vendez un violon, vous leur demandez souvent, donnez-nous des nouvelles pour savoir ce que devient le violon, etc. C'est important pour vous de vraiment garder ce lien, ce contact, en fait, avec l'objet, avec l'instrument que vous fabriquez et surtout aussi avec la personne, du coup, qui va jouer avec. C'est primordial. C'est le retour qu'on peut avoir quand on fabrique un instrument. C'est absolument déterminant pour l'instrument qu'on va faire le suivant. Et c'est aussi déterminant d'avoir ce retour dans la durée, parce qu'un instrument, il ne sonne pas de la même manière quand il sort de l'atelier, après avoir été joué 6 mois, après avoir été joué 10 ans. Et donc, si vous voulez continuer à faire des progrès, apprendre et vous diriger dans la bonne direction, ce retour est indispensable. Donc, quand on fabrique des violons pour des musiciens, il y a un lien de proximité énorme qui se crée. C'est-à-dire que d'abord, il faut qu'ils aient confiance en vous, et ensuite, vous allez partager leur vie et leur intimité. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, le violon que je fabrique pour un violoniste chinois ou russe ou tchèque, c'est sa voix. En tous les cas, professionnellement, pour beaucoup d'entre eux, c'est leur voix. Et donc, cette proximité, ça a des répercussions concrètes sur la relation que j'ai avec les musiciens, mais aussi sur le travail que je fais ici tout seul. Ça peut avoir des répercussions négatives. Ça veut dire un musicien qui a un concert demain et qui est stressé parce que c'est une pièce très difficile et qu'il doit jouer là et il n'est pas sûr de son réglage, il peut me téléphoner ou venir me trouver un dimanche à 19h30 quand son concert est à 20h. Ça peut avoir des répercussions dans l'autre sens absolument incroyables. De créer une intimité telle avec la personne que ça peut devenir troublant, il y a toutes sortes de choses qui se passent là, mais c'est des choses fortes et on se nourrit de ça. C'est-à-dire que vraiment, pour faire de bons instruments, il faut s'intéresser aux gens, il faut s'intéresser à ce qu'ils attendent, il faut leur faciliter la vie et il faut leur donner une belle voix. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une belle voix ? On peut en discuter, mais c'est ça qu'ils viennent chercher ici. Là, vous aviez dit que du coup, une des répercussions en fait de la relation du coup que vous construisez avec les musiciens, c'est par exemple un soliste qui vient vous voir juste avant un concert. Il me semble avoir lu en fait dans un article autour d'une phrase, il y a une petite anecdote à raconter sur un soliste qui devait jouer un concert très très loin. Est-ce que vous pourriez peut-être raconter ça ouais. Donc c'est un soliste américain, en fait, qui est coréen, mais qui vivait à l'époque à New York. C'est le plus important professeur d'alto en Corée à l'heure actuelle. À l'époque, il vivait à New York et il avait donc acheté un de mes instruments et jouait un concert. Il jouait la symphonie concertante de Mozart à Disney Hall à Los Angeles avec le super soliste Chicago Symphony Orchestra. Donc, en gros, dans la plus grande salle des États-Unis, avec le meilleur musicien des États-Unis, il doit jouer un concert important, donc à Los Angeles, lui qui est de New York. Quelques jours avant le concert, il me téléphone en me disant qu'il voudrait venir depuis New York faire régler son alto pour aller jouer à Los Angeles. Alors j'ai essayé de le dissuader, de lui dire que c'était pas raisonnable, de lui proposer d'aller, de faire ce que je pouvais à distance au téléphone. Puis ensuite, voyant que c'était pas suffisant de lui proposer d'aller chez un de mes collègues que je connais bien, à qui j'ai confiance à New York, ça n'est pas question. Il est venu de New York. Le réglage a duré 5 ou 10 minutes. Il a repris l'avion. Il est allé à New York. De là, il est allé faire son concert à Los Angeles. Bon, c'est extrême, mais ça existe. Ouais, ça existe. Je trouve ça incroyable parce qu'en plus de ça, ça prouve la confiance qu'il a en vous. Ouais.
et la confiance qu'il a en votre oreille et Ouais, votre capacité oui, en fait à régler oui, son instrument. oui. Et puis au Ouais. final, c'était peut-être aussi juste une façon en fait de se rassurer pour lui. Oui, et c'est même peut-être contre-productif parce qu'un instrument comme ça, quand il voyage beaucoup, il y a, c'est, le changement d'hygrométrie, de pression atmosphérique dans les avions, machin, c'est pas non plus très bon. Donc peut-être que le réglage que j'ai fait ici, il n'est pas valable à New York et à Los Angeles. Donc ça peut être pire. Ça fait, c'est pas forcément une bonne chose. Et en tous les cas, enfin, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de le décourager. J'ai pas réussi. Et au final, son concert s'est bien passé. Ouais, son concert s'est bien passé. Ouais, ouais, il était ravi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, et donc après ça, et donc il est allé en Corée. Et il m'a fait faire des instruments pour nombre de ses élèves. C'est un très bon ami et un très bon musicien. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne donc sur le métier vraiment de luthier, sur la fabrication en fait d'un instrument. Déjà, j'ai une première question. Est-ce que vous ne fabriquez du coup que des violons? Non, je fabrique aussi des altos et des violoncelles. Donc D'accord. violon, alto, violoncelle, rien d'autre. Quelques instruments, donc des violons baroques, des altos baroques, j'en ai fait quelques-uns. Mais donc je fais pas de réparation autre que sur mes instruments et pas d'autres instruments que violon, alto, violoncelle. D'accord. Mais sinon, généralement, le métier de luthier, ça englobe aussi d'autres instruments Oui. que ceux-là? Alors luthier, c'est l'artisan qui fabrique des instruments à cordes, qui peuvent être à cordes pincées ou à cordes frottées. Donc quelqu'un qui fabrique une guitare, c'est un luthier. Quelqu'un qui fabrique un luth, c'est un luthier. Quelqu'un qui fabrique une viole de gamme, c'est un luthier. Quelqu'un qui fabrique une contrebasse, c'est un luthier. Quelqu'un qui fabrique un violon ou un alto, un violoncelle, c'est aussi un luthier. Mais moi, je suis spécialisé donc dans les instruments du quatuor, on va dire, violon, alto, violoncelle. D'accord. Quelles sont les étapes essentielles en fait pour la fabrication? Donc du coup, on va peut-être dire d'un violon, enfin ou d'un instrument, enfin ouais, d'un violon. Quelles sont en fait les étapes essentielles si on pouvait essayer de faire un petit résumé, même si Alors, je pense que ça doit être assez quand même assez compliqué. ouais, c'est compliqué. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'étapes différentes et des étapes qui demandent des pratiques vraiment variées. Voilà. Donc la première chose, c'est d'avoir le bois qui va bien sonner. Donc la première chose, c'est de sélectionner la matière première. Et donc là, déjà, ça se divise en plusieurs chapitres parce que un violon, c'est pas fait avec un bois uniforme. Il y a plusieurs bois dans un violon. Donc il y a de l'épicéa pour la table, qui doit avoir des propriétés très spécifiques, et de l'érable pour le fond, les éclisses et la tête, qui doit avoir des propriétés mécaniques aussi et même acoustiques spécifiques. Et puis il y a les parties la touche, le chevalet, l'âme, les cordes, les chevilles. Ça, c'est encore un troisième domaine. Donc une fois qu'on a sélectionné le matériau adéquat, approprié, il faut le mettre en œuvre. Donc il faut commencer par dessiner la forme, dessiner l'instrument. Ça, c'est quelque chose de très complexe et qui est un savoir qui était absolument perdu jusqu'il y a 15 ans. Donc ça fait très peu de temps que je suis capable, ou que les luthiers modernes sont capables de dessiner les instruments. Alors du coup, expliquez-moi Alors, pourquoi, comment ça se fait? Comment ça se fait? Donc la raison est très simple, c'est que les instruments ont été dessinés avec des méthodes qui étaient utilisées, créées par les inventeurs du violon à Crémone en Italie au 15e, 16e siècle. Et ces connaissances étaient transmises de maître à élève, de père en fils, jusqu'à l'extinction de l'école crémonaise en 1744. Et donc ces connaissances-là ont été perdues, mais perdues pour de bon. Et donc tout ce qui est resté, c'est les violons. Et donc les luthiers des générations suivantes se sont servis des violons qui existaient, ont dessiné autour, et ça faisait des violons. Sauf que si vous dessinez autour d'une forme une fois, deux fois, puis on redessine autour de la forme qui vient de la forme, à la fin on finit par s'éloigner beaucoup du sujet. Et aussi, si jamais on veut créer une nouvelle forme, par exemple un instrument intermédiaire, un petit alto ou un plus grand violoncelle, on est dans le cirage le plus complet. Néanmoins, c'est comme ça que les luthiers ont travaillé entre 1744 et 2005 par là. Jusqu'à ce qu'un de mes collègues d'Angers, François Denis, étudie le sujet, se penche sur les dessins, les moules, les formes qui ont été sauvées ou qui ont été
transmis ou donnés au musée de Crémone, donc qui viennent de l'atelier de Stradivari, sur lesquels il reste. Donc c'est des formes en bois qui servent. C'est le moule sur lequel on plie les éclisses. Et sur ces moules, il reste des traces de dessins, de compas, qui ont permis, avec les dessins préparatoires de ces moules, de comprendre comment étaient dessinées ces formes. Voilà. Donc c'est pas sorcier, mais c'est tellement éloigné de nos conceptions actuelles que ça a demandé quand même pas mal de boulot. Et bon, voilà, donc aujourd'hui, un violon ou un alto ou un violoncelle qui sort de cet atelier est dessiné ici. Ce qui est révolutionnaire. Ça veut dire qu'on a la capacité de créer de nouveau des instruments et de comprendre vraiment l'organisation et la structure de l'architecture des violonciens. Donc ça permet aussi, par exemple, sur un instrument donné, de savoir s'il est de telle famille ou de telle autre. S'il a été fabriqué à Crémone, par exemple, ça se voit direct. Si jamais il y a ce concept, cette méthode de dessin, ça s'identifie, ça saute aux yeux. Et donc c'est un Français, donc oui. Donc il y a d'autres personnes après lui ou même en même temps. C'est-à-dire que c'est un sujet vraiment passionnant. Beaucoup de gens se sont penchés dessus. Les dessins, beaucoup de gens ont compris que ces dessins et ces formes, ces moules retenaient une partie des solutions, mais arriver concrètement à retrouver la méthode qui permet de dessiner, c'était vraiment un challenge. Et pour ça, il a fallu qu'il se penche qu'il fasse de vraies recherches historiques sur les méthodes de travail et de conception, la manière dont travaillaient les artisans. En fait, un métier de chercheur. Oui, absolument. Ouais. Et à l'origine, votre collègue est un luthier. Il est luthier, mais il a une formation de mathématicien assez poussée. Ouais. D'accord. Ouais, donc ça explique pourquoi il s'intéressait au sujet. Mais c'est un progrès significatif dans l'histoire de la lutherie. Ouais. Donc, d'accord. Donc, on a d'abord la première étape de la matière première, donc du bois. Juste une question, le bois, en fait, vous avez un certain nombre de bois qui est stocké, ou est-ce que vous devez constamment, en fait, vous fournir auprès de vos fournisseurs? J'achète du bois tous les ans. Je le stocke. Une partie, je vais l'utiliser assez rapidement, peut-être dans les 2, 3, 5 ans qui suivent. Une partie, je vais le stocker pour peut-être pouvoir l'utiliser plus tard, comparer ou réparer un instrument qui va être endommagé. Et on trouve... difficilement, oui, mais on trouve du très bon bois aujourd'hui. C'est possible. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc il y a eu des périodes de disette chez les fournisseurs de bois à cause de guerres, à cause de ruptures de sources d'approvisionnement, à cause de perte des connaissances des fournisseurs, ce dont je parlais tout à l'heure. Les connaissances sur le dessin de l'instrument, c'est pareil que la connaissance pour la fabrication du vernis ou les sources d'approvisionnement. Tout ça, ça a été perdu. Donc ça prend du temps pour retrouver tout ça, quoi. J'ai vu passer une information qu'il y a eu une grosse tempête dans une forêt en Italie, où du coup c'est le fameux bois qu'on utilise pour fabriquer des Stradivarius, donc on reviendra plus tard sur... Et vous vous êtes mobilisé, un certain nombre de luthiers à Montpellier, il me semble, pour lancer une campagne de financement participatif pour pouvoir sauver une partie de ce bois. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu Oui, il y a eu une grosse tempête qui a fait déraciner beaucoup d'arbres. Donc, une fois que les arbres sont par terre, ils pourrissent rapidement et surtout, on ne pourra pas les couper les années suivantes pour faire du bois, pour faire des violons. Donc, un de nos fournisseurs, chez qui on se fournit régulièrement, donc dans le Val de Fiemme, a lancé une campagne de souscription, enfin de demander de l'aide pour pouvoir augmenter ses capacités de stockage, de sciage, de traitement de ces arbres, auxquels on a répondu. Voilà, donc ça nous a paru important de participer à ça. Et si ce fournisseur-là disparaît, c'est pour nous
un problème. On va trouver du bois ailleurs, mais si on va chez lui, c'est aussi parce que la qualité est vraiment très bonne. Donc c'est-à-dire, pour faire des bons violons, on est obligé de se soucier d'un ensemble de choses, mais évidemment des fournisseurs de matières premières, mais aussi d'enseignement, de pédagogie, de recherche. On parlait tout à l'heure du dessin. Donc tout ça, c'est des choses qui nous concernent et dans lesquelles on est impliqué à des degrés divers. Ça peut être, on peut faire une académie de musique pour travailler en meilleure intelligence ou en très bonne intelligence avec les professeurs qu'on livre, par exemple. Si on a plutôt que d'amener nos instruments en Corée plusieurs fois par an, on fait venir ces Coréens ici l'été pour faire une académie de musique et des concerts. Et ça crée des liens et ça permet de vendre des instruments. Voilà. À cette étape de la discussion, j'ai décidé de couper ce moment de l'interview où Frédéric nous explique comment fabrique-t-on un violon. J'ai pris la décision de couper ce morceau parce que les termes utilisés par Frédéric sont très techniques et je vous avoue que j'étais quelque peu perdue alors que j'avais le privilège d'être dans son atelier et de pouvoir bénéficier d'un appui visuel, ce que vous n'avez pas. L'objectif de ce podcast est de vous faire découvrir des métiers, des savoir-faire ayant un lien avec le luxe et l'artisanat, mais également d'en savoir plus sur les parcours individuels de tous ces invités exceptionnels que j'ai l'opportunité d'interviewer et non pas de vous perdre dans des termes un peu trop techniques. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, approfondir le sujet et vraiment comprendre comment fabrique-t-on un violon, je vous invite à regarder la vidéo « Luthier » de l'arbre au violon, qui est un épisode de l'émission C'est pas sorcier avec Fred et Jamy. La vidéo est extrêmement bien faite, avec de très bonnes explications, comme ce que l'on peut attendre de cette émission. Nous reprenons donc à une des dernières étapes dans la fabrication d'un violon, où Frédéric insiste longuement sur la notion d'équilibre. Bonne écoute. On a ensuite, après avoir posé les filets, il faut retourner la table ou le fond et creuser. Il faut creuser à la bonne épaisseur en laissant la quantité qu'il faut pour que l'instrument soit sonore et solide. Et donc ça, c'est un équilibre. Vous pouvez faire des instruments qui sont trop épais et qui vont durer très longtemps mais que personne ne va jouer. Vous pouvez faire des instruments trop fins qui vont sonner très fort mais qui vont se vider rapidement. Tout est possible. Voilà. La question, c'est une question vraiment principale, majeure, c'est l'équilibre. L'équilibre entre les graves et les aigus, l'équilibre entre la souplesse et la rigidité, entre la durabilité et l'instantanéité. Voilà, on marche sur un fil en fait. Donc en fait, une fois qu'un violon est commandé, en fait, il est jamais vendu, il sera vraiment... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que quand un musicien vient vous voir et qu'il vous commande un violon, vous n'êtes jamais sûr en fait s'il le prendra jusqu'au moment jamais. où il va l'essayer. Il le prendra seulement s'il est très bon. Et si jamais l'instrument est pas tout à fait à la hauteur de ses espérances ou un peu moins bon qu'un autre qu'il a essayé ou s'il n'est pas convaincu, jamais il va le prendre. Et donc c'est la difficulté de la chose. On a aucune certitude. C'est-à-dire qu'on achète du bois, on le fait sécher 4-5 ans, on travaille des centaines d'heures sur un produit dont on n'est pas sûr de le vendre. Ça vous est déjà arrivé Bien sûr, ça arrive régulièrement. Qu'on ne prenne pas un produit ? Ouais, bien sûr, ça arrive régulièrement que je fasse un instrument, que le musicien, le violoncelliste de Moscou vienne de Moscou et reparte sans l'instrument. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps, ouais, ça arrive. Et du coup, quel est le ressenti ? Donc ça nous oblige à travailler, à nous remettre en question, à réfléchir et à faire mieux. Parce qu'après 30 ans de carrière, j'imagine que ça doit être ça doit être compliqué quand on voit un musicien qui arrive et qui nous dit finalement non, je suis pas du tout satisfait du travail. Oui, c'est compliqué, mais ça oblige à une forme d'humilité basique, primaire, qui est très bénéfique. Et aussi, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Et donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut chercher à le corriger
trouver des solutions et comprendre pourquoi ça n'a pas marché pour ce musicien. Alors pour comprendre, il faut discuter avec lui, mais il faut aussi écouter l'instrument qu'il joue. Il faut être attentif à ce qu'il va acheter par la suite. Peut-être il va trouver quelque chose chez un de vos collègues qui a mieux compris ce qu'il voulait. C'est comme ça qu'on progresse en fait. D'accord, donc c'est là qu'on se rend compte que ce métier, c'est vraiment du vrai bouche à oreille, dans le sens où il faut vraiment connaître les attentes de chaque client potentiel, de chaque musicien. On sait s'il a acheté tel ou tel instrument chez tel ou tel collègue, ce qu'il est allé rechercher en fait dans cet instrument-là. Un bon instrument, c'est un bon instrument. C'est un instrument qui sonne puissant, qui sonne fort, qui est facile à jouer et qui a une belle voix, qui est timbrée. Tout le monde va être d'accord avec ça. Maintenant, il y a des degrés dans chacune de ces qualités. Et donc, pour vendre un instrument, un violon, 20 000 €, alors que vous pouvez vous faire livrer chez vous un violon commandé chez Amazon en 72 heures pour 70 €, il faut avoir de vrais arguments. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il soit très bon. Et il faut qu'on ne puisse pas le trouver facilement ailleurs, ou moitié prix, ou dans des délais courts. Moi, si quelqu'un vient ici, il veut un violon, il va attendre 6 mois, 8 mois, 1 an, et il va le payer ce prix-là. Maintenant, même si vous ne connaissez rien à la musique et que je vous fais écouter 2 violons différents, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Il y en a un qui va vous faire dresser les poils sur les bras et l'autre qui va vous casser les oreilles. Vous allez savoir lequel est bon. C'est pareil avec un café. Si vous êtes amateur de café, un bon café et un moins bon café, vous allez faire la différence. Maintenant, si je vous dis que à Vladivostok, il y a un mec qui fait des cafés avec une eau qu'il aura choisie, avec des grains qu'il aura fait pousser, qu'il aura contrôlé le pH de la terre, et il aura une bonne connaissance de la torréfaction, il aura une meule en pierre qui donne pas un goût, machin, et la pression de sa machine à café est parfaite, et machin, qui fait un café qui est vraiment extraordinaire, que vous allez boire que si vous allez là. Peut-être si vous aimez le café, vous allez aller jusqu'à Vladivostok pour chercher ça. C'est ce qui se passe ici. Et ça peut paraître fou, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui prennent l'avion depuis Sydney ou Melbourne pour venir chercher un instrument ici. D'accord. Vous avez un peu abordé du coup le prix en fait des pièces que vous fabriquez. Vous avez dit 20 000 €, donc c'est en général en fait la moyenne en fait à peu près. Non, c'est le prix, c'est 20 000 € pour un violon, 35 000 pour un violoncelle, 21 000 pour un alto. Évidemment, c'est pas les prix que je pratiquais quand j'ai commencé. Quand vous avez commencé, vous pratiquez quoi comme prix à peu près ? Le premier instrument que j'ai vendu, je l'ai vendu 3 000 €. C'était des francs à l'époque. Et il s'est vendu immédiatement. Mais bon, en fait, c'est l'offre de la loi. C'est la loi de l'offre et la demande. Si vous demandez trop cher pour des instruments, vous allez vous couper d'une partie de la clientèle. Oui, si vous demandez pas assez cher, vous allez avoir beaucoup de boulot et vous n'allez pas pouvoir fournir. C'est un équilibre qui se trouve avec le temps et en fonction de la clientèle à qui vous adressez. Et donc la clientèle à laquelle je m'adresse, c'est des gens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour avoir quelque chose d'exceptionnel. Et donc si c'est pas un instrument moderne, par exemple, s'ils veulent ce genre de qualité dans un instrument ancien, ça va coûter des centaines de milliers d'euros, peut-être des millions, cher, très cher. Vous mettez à peu près combien de temps pour fabriquer un instrument ? C'est 1 mois pour un violon. 1 mois pour un violon. Et donc du coup, vous rencontrez le musicien au préalable, discutez avec vous. Il y a plusieurs cas de figure. C'est un musicien qui veut un instrument, qui vient, qui commande l'instrument. Donc je vais parler avec lui. Des fois, je vais échanger seulement par mail ou par téléphone. Donc je vais lui demander qu'est-ce qu'il joue comme instrument. Je vais lui demander comment il a connu mon travail, s'il a déjà essayé des instruments à moi chez des collègues à lui, voilà, ce qu'il attend, enfin essayer d'avoir le plus d'informations possible sur ses attentes, et puis ensuite je vais travailler quand il va venir ou quand je vais lui livrer l'instrument, je vais le rencontrer. C'est pas toujours des gens que je connais, et il arrive parfois aussi que je fasse des instruments pour des gens que je vois pas du tout. C'est très rare, mais c'est arrivé
qui peuvent pas sortir de leur pays, qui envoient quelqu'un pour chercher l'instrument, par exemple. C'est arrivé, ouais. Des gens qui ne peuvent pas sortir de leur pays? Oui, je me souviens d'un musicien vénézuélien. Et donc, juste pour commander un instrument à l'étranger, il y a un contrôle d'échange absolument drastique. Il faut d'abord prouver qu'il ne peut pas trouver quelque chose d'équivalent au Venezuela. Ensuite, il faut aller dans une agence d'État pour faire la transaction, sortir l'argent. Et ensuite, lui-même n'était pas autorisé à sortir de là. Il a été obligé de trouver quelqu'un de sa famille pour venir m'amener de l'argent en liquide à Paris qui m'a été remis dans la rue et donner le violon et que l'instrument parte là-bas. Enfin, bref, une histoire rocambolesque. Mais ça existe. Ça existe. Des choses absolument incroyables, mais ça existe. Ouais. Okay. Bon, bah là, du coup, il a pris le violon sans le tester. Donc, sans le tester. Étiez sûr qu'il allait le garder quand même. Oui. Mais donc, alors depuis, il s'est sauvé du Venezuela. Il est maintenant au Mexique. Il me fait une pub d'enfer. Ouais, c'est quelqu'un de très intéressant. Mais donc, il y a vraiment toutes sortes de cas de figure. Ouais. D'accord. Alors, pour en revenir rapidement aux étapes de fabrication pour le violon, il y a une étape qui est pas forcément évidente en fait quand on s'y connaît pas forcément dans le métier, mais qui est absolument essentielle, c'est le vernissage. Alors du coup j'ai lu un petit peu qu'il y a une légende qui disait, mais je crois que le contraire a été, qui disait que le secret pour que le Stradivarius soit d'une qualité absolument incroyable, tout résidait en fait dans le vernis. Alors est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu plus de cette étape et du coup de cette légende qu'il y a autour en fait? Et aussi, j'ai vu qu'il me semble que vous fabriquez votre propre vernis. Donc, si on pouvait peut-être en savoir un petit peu plus sur cette étape qu'on ne connaît pas du tout quand on n'est pas du métier. Alors, le vernis sur un instrument, ce qui le protège, c'est sa peau, en fait. Et les plus beaux violons italiens, les Stradivarius, ont un vernis qui est tellement bien conçu qu'avec le temps, il s'use en laissant apparaître le bois, en magnifiant le bois. C'est-à-dire que plus le violon est joué, on va dire, en schématisant, plus il va être beau et intéressant. Et donc, c'est des choses complexes, la composition d'un vernis, et on a la réponse à ces choix longtemps après. C'est-à-dire, il faut des vernis souples, il faut des vernis gras, et il faut des vernis colorés. Et donc, on se rend compte si le vernis est souple, s'il vieillit bien, si la couleur tient aux UV 5 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans, 200, 300 ans plus tard. Okay, et il y a des instruments qui deviennent très foncés, il y en a qui le bois devient gris, il y en a qui ont eu des traitements et qui craquellent, il y a toutes sortes de cas de figure. Et donc c'est vraiment de la cuisine, de la recherche, de la chimie, on va dire. Et ça a une incidence sur la sonorité qui est importante. C'est une légende de dire que c'est le secret des Stradivarius. Un Stradivarius, c'est un très bon violon avec des très bons matériaux, une très bonne conception, une très bonne réalisation et un très bon vernis. C'est pas le vernis qui fait... Le vernis, c'est la partie compliquée du sujet, mais c'est pas le vernis qui fait la sonorité des Stradivarius. Parlez-nous un petit peu de la légende Stradivarius, un petit peu. Ouais. Alors, je sais que vous avez écrit un livre. Oui. Alors, parce que du coup, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes luthier, vous êtes écrivain, vous êtes peintre. Il me semble que vous êtes aussi sculpteur. Vous organisez un certain nombre de concerts ici à Montpellier, d'ailleurs dans cet hôtel ici particulier où on est. D'ailleurs, ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que pour faire vivre le métier, le savoir-faire, il faut aussi savoir le faire connaître et vous le faites très bien. Et donc, vous avez organisé une exposition au musée Fabre en 2008 avec 20 Stradivarius. Alors du coup, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de cette légende de Stradivarius, parce que quand on ne connaît pas votre métier, enfin comme moi, hein, je ne connais pas forcément, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est Stradivarius. Et on a un petit peu cette image du violon, limite qui pourrait jouer tout seul en fait. Donc vous pourriez en parler un petit peu plus. Ouais. Alors Stradivarius, c'est un nom qui est passé dans le langage courant, hein,
Tout le monde connaît l'existence de ce nom. En fait, c'est la forme latine du nom d'un luthier italien qui s'appelait Antonio Stradivari. Et donc les luthiers italiens du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle signaient leurs instruments à l'intérieur avec une étiquette qui était écrite en latin. Donc Antonio Stradivari, ça devenait Antonius Stradivarius. Et donc un violon de Antonio Stradivari, c'est devenu un Stradivarius. Et le public a perdu la connexion avec l'histoire d'Antonio Stradivari. Et si vous allez interroger des profanes, le kidam dans la rue, peut-être il va penser que Stradivarius, ça date de l'époque des Romains, parce que ça sonne comme Julius, machin. Peut-être d'autres vont penser que c'est une marque de vêtements ou de voitures ou je sais pas quoi, mais la réalité c'est que c'est un homme en chair et en os qui a vécu, qui est né en 1644 et qui est mort en 1737. Il a vécu très longtemps et il a porté le métier de luthier à des sommets incroyables de perfection, d'exigence, et aussi il a produit un grand nombre d'instruments. Voilà, du fait qu'il ait vécu longtemps, mais aussi parce il bossait énormément avec ses 3 fils. Et donc la postérité a retenu ce nom-là parce que c'est synonyme d'excellence, de rareté, de prix astronomique. C'est un modèle, un exemple pour les artisans, pour les luthiers certainement, mais au-delà. Il y a un côté un peu terrifiant dans cette exemplarité, donc dans ce souci de perfection. Ça veut dire que c'était un tyran, un despote. Ses enfants n'ont jamais pu se marier et faire d'enfants. La fin de l'école crémonaise, c'est lié au tempérament de ce type-là. C'est-à-dire que quand il meurt, l'école s'arrête, tout meurt. Il meurt avec les connaissances. Ses enfants meurent. Il vit tellement longtemps et il contrôle tellement tout que ses fils qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants, qui l'ont aidé toute sa vie, vont mourir quelques années après lui, sans pouvoir avoir de descendance, sans personne, et une fortune colossale, oui, des connaissances incomparables, oui, mais ça s'arrête. Voilà. Donc il faut se méfier de ce désir de perfection, cette espèce de folie de l'aboutissement ultime. Là. Donc ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que son voisin, qui s'appelait Guarneri, Joseph Guarnerius, travaillait vite, sans s'encombrer de ses soucis de perfection, et fabriquait des instruments qui étaient meilleurs que ceux de Stradivarius. La sonorité de ces instruments-là aujourd'hui, et d'ailleurs sont plus chers que les Stradivarius. Peu de gens connaissent le nom de Guarnerius, mais c'est, on va dire, la face B de la même pièce est beaucoup plus intéressante. D'accord. Et donc, ce voisin, lui, par contre, il a eu ce souci peut-être de transmission, de savoir-faire, etc. Il avait des difficultés. Il vivait très mal de son travail. Aussi du fait qu'il a un voisin tellement prestigieux, qui vendait des instruments tellement chers et qui était tellement productif. C'était très difficile de vendre un violon à Crémone à l'époque de Stradivarius. Tout le monde voulait un Stradivarius. Donc lui, il travaillait vite, pas cher, et avec toutes sortes de difficultés. Et il est mort un peu plus tard que Stradivarius, pas longtemps après, mais lui non plus n'a pas pu transmettre ses connaissances. Donc pour d'autres raisons. De mon point de vue, c'était pas une volonté de contrôle effréné, c'était plutôt des difficultés qui étaient liées à la qualité économique, mais aussi liées au degré de perfection et de volonté de contrôle de son voisin. C'était la boutique juste à côté, ils étaient la porte à côté. Une question très rapide au niveau de la notion du temps. Vous savez, quand on fait un sac ou quand on va faire des chaussures, on se dit que voilà, ça se patine avec le temps. C'est pareil pour un violon. Le son se patine aussi avec le temps. C'est ce que vous avez dit. Du coup, le premier violon que vous avez vendu, est-ce que vous avez des nouvelles? Puisque c'était quand même il y a 30 ans, c'est ça? Oui. Donc, ce premier alto que j'ai mis au concours à Lille, oui, j'ai des nouvelles de ça. Et ensuite, parmi les premiers violons, je revois des instruments.
Je suis pas toujours très satisfait de ce que je vois, ce que j'entends. Mais oui, ça m'intéresse de voir comment ils évoluent et c'est une source d'enseignement constante. Donc j'essaye de reproduire certaines choses que j'ai fait à certaines périodes, j'essaie d'éviter d'autres qui me paraissent moins intéressantes, mais ça m'intéresse au point que j'essaie de racheter les instruments anciens parfois, ouais. Que vous Que j'ai avez fabriqués, fait. ouais. Donc, Pourquoi? alors pourquoi? Parce qu'ils sont particulièrement réussis, parce qu'ils ont appartenu à un musicien important, parce que je suis pas content du travail, que je veux le garder ici, je veux pas qu'il circule, pour plein de raisons en fait, qui sont... C'est pas toujours possible, parce que... mais parfois c'est possible, quand c'est possible, je le fais. On va reparler d'ailleurs de cette notion, enfin, du son et le temps. Il y avait jusqu'à il y a très peu de temps, une légende aussi qui disait que les plus beaux sons se retrouvaient que dans les violons très très anciens, donc notamment Stradivarius et son voisin, je ne sais pas. Guarnerius, c'est ça. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait une expérience qui avait été menée en 2014 par une chercheure, Claudia Fritz, qui a en fait fait une expérience, donc c'était un test à l'aveugle, qui a été mené donc par des violonistes de renom. Donc je sais qu'elle a fait la première expérience pas par des violonistes de renom, mais il y a eu un certain nombre de critiques donc envers cette expérience. Donc là, la deuxième fois, elle s'est dit bon bah là je vais mettre du coup des violonistes de renom. Et en fait, ils ont testé les instruments et il s'est avéré que les plus beaux sons, ou en tout cas les sons que eux ils considéraient comme étant meilleurs, sortaient de violons modernes. Donc du coup, est-ce que vous pourriez peut-être rapidement nous parler de ça? Et puis c'est peut-être aussi une façon de vous aider, vous, les luthiers d'aujourd'hui, de montrer que non, vous faites aussi du très bon travail, même si vous n'êtes pas forcément en Italie, et si vous n'êtes pas un descendant de Stradivarius, de toute façon il n'en a plus. Donc, ouais, c'est très subjectif la sonorité d'un instrument, et chacun a ses propres attentes, son oreille est formée d'une certaine manière pour détecter ou pour extraire la substance du son en fonction de ses goûts, de sa culture, de ses attentes. Il n'en reste pas moins que, comme je disais tout à l'heure à propos du café, un bon instrument, c'est un bon instrument, et donc il y a des choses que notre cerveau peut analyser, comprendre. Il y a des choses qui passent pas par le cerveau. Si un instrument vous fait dresser les poils sur les bras, c'est qu'il a de grandes chances d'être très bon. Quand on a un violon qui peut être très bon et mal joué, ça peut provoquer des émotions très intenses. Un mauvais violon qui va être très bien joué, ce sera beaucoup plus compliqué de vous faire dresser les poils sur le bras. Ouais. C'est possible peut-être, mais ça va être vraiment compliqué. Et voilà, donc un bon instrument, c'est vraiment un instrument qui va pouvoir être joué par tout le monde, par un grand musicien, mais par un débutant, par quelqu'un qui fait du jazz, quelqu'un qui va jouer Mozart. C'est une réussite en elle-même. C'est un objet, et voilà. Et moi, je travaille pour ça. Je travaille pour l'instrument. Je travaille pas pour le musicien. Les musiciens qui viennent et qui me disent je veux ci, je veux ça, je veux ci, comme ça. Je les laisse parler. Je leur dis revenez dans 6 mois et je fais ce que moi j'ai envie. Je fais rien de ce qu'ils me demandent. Jamais. J'ai essayé quelquefois de faire ça, mais ça fonctionne pas. C'est-à-dire que je peux pas me mettre dans sa tête avec ses oreilles et essayer de faire quelque chose qui va lui convenir. C'est pas possible. Donc moi, je fais ce que j'aime. Je le fais bien. Il y a de grandes chances que ça lui plaise aussi. Si jamais ça lui plaît pas, c'est pas grave. Peut-être ça plaira à quelqu'un d'autre, mais en tous les cas, moi, j'ai le plaisir de fabriquer les choses au mieux de mes compétences et de mes connaissances. Ouais, j'ai interviewé, j'ai eu l'opportunité d'interviewer un ébéniste marocain qui m'a dit moi maintenant au bout de 30 ans de métier on vient pour ma signature en fait. Et je suppose que ça doit être la même chose pour vous en fait, on connaît votre travail maintenant. Oui, c'est vrai, c'est devenu les gens connaissent mon travail, mais ça fonctionne pas comme ça pour les instruments. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une signature, être connu, et si vous faites un mauvais instrument, ça va pas marcher. D'accord. Il faut vraiment que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une osmose entre le musicien et l'instrument, et c'est pas la signature qui fait ça. D'accord, on peut pas dire que par exemple votre signature pourrait résider dans le son?
un son particulier? Alors oui, un son particulier, oui, bien sûr. Donc si on parle, si ma signature c'est une excellence sonore et tel type de son, oui, mais c'est pas la signature, c'est pas le nom qui est sur l'étiquette, non. Oui, Ouais, non. voilà, Alors non, ouais, quand je parlais de ouais. signature, Oui, voilà. c'était Donc, ouais. par exemple en fait c'était Benistela. Ouais. Lui, quand il me parle de signature, c'est qu'il a un certain design. En fait, il y a certaines formes dans les pièces qu'il va fabriquer qui du coup qui correspondent à ce que lui fait. C'est ça en fait sa signature. Ouais. Donc, Bon alors là oui, effectivement. Donc oui, donc c'est clair. C'est pas la marque en fait. Ouais, c'est pas la marque. Voilà. Non, bon, non. À ce moment-là, oui, absolument. Et vous, comment est-ce que vous décririez votre signature? C'est un sujet vaste et c'est difficile pour moi de mettre des mots dessus. Mais donc la sonorité de mes instruments, je vais dire qu'elle est plutôt. Moi, il y a toujours des graves intéressants. Ça, c'est un goût personnel pour la basse que je jouais dans ce groupe punk, par exemple. Voilà. Et ensuite, facile à jouer parce que c'est compliqué de jouer du violon et que les bons instruments doivent être libres en fait. Il n'y a pas d'autre manière de faire. Et ensuite, un timbre intéressant, ça peut être un timbre sableux. Ça peut être un timbre abîmé, cassé, tordu. Ça peut être intéressant. Mais avant tout, il faut qu'il soit souple, le timbre. Ça veut dire qu'il faut que le musicien puisse aller colorer, chercher et sortir le plus de choses possible et avoir une palette vraiment large. C'est ce que j'essaie d'offrir aux musiciens. Et en gros, la couleur du son d'un instrument, c'est directement lié à la personnalité de la personne qui a fabriqué l'instrument, à la personnalité du luthier. C'est ce qu'on a à mettre dedans. Alors, de mon point de vue, plus on a de choses à partager avec les gens, plus les instruments sonnent bien, plus c'est intéressant en fait. Ouais, voilà. Comment on est dedans forge le son. Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser de fabriquer un instrument pour un musicien que vous considériez peut-être pas à la hauteur c'est arrivé. Donc je travaille pour tout le monde. Je suis content de travailler pour des débutants, pour des gens, des amateurs, des gens qui vont jouer du violon, qui jouent pas bien et qui vont jouer du violon de manière en dilettante. Je suis content. Il faut quand même que ce soit des débutants qui en aient les oui, moyens. Oui, il faut qu'ils aient les moyens de se payer un violon comme ça. Mais si on fait abstraction du prix de l'instrument, je travaille vraiment pour tout le monde. Et par contre, une fois, j'ai eu un musicien qui est venu avec sa copine, une jeune violoniste. Et donc, c'était lui qui parlait tout le temps. Il voulait un violon. Il voulait le meilleur violon pour sa copine. Et elle disait rien. Et j'ai fabriqué le violon. Il a payé le violon. Et puis après, il est revenu en disant oui, mais ceci, cela. Enfin bref, il n'était pas vraiment satisfait. Et moi, je trouvais la situation vraiment détestable. Et donc, j'ai rendu son argent, j'ai repris mon violon. Et ça a duré quelques semaines, 2-3 semaines. Ouais. Je lui ai dit, écoutez, voilà, je crois que c'est fait fausse route, quoi. Donc, enfin, j'ai récupéré le violon. C'est quoi qui vous a pas plu dans la situation? C'est que c'est le fait que c'était pas son choix à elle déjà. Ouais. Ensuite, c'était pour l'impressionner, donc il lui a acheté un violon cher pour l'impressionner, et parce que c'était une espèce de mécanique perverse, j'ai trouvé. Ouais, j'ai pas du tout aimé. Ouais. D'accord. Du coup, on va passer à des petites questions là assez rapides, un petit peu la première, s'il y a un jeune qui veut devenir luthier, qu'est-ce que vous lui conseillerez? Déjà, j'ai une question dans cette question-là. Est-ce
être musicien pour pouvoir fabriquer des instruments? Bon, il faut s'intéresser à la musique, c'est sûr. Être musicien, c'est pas absolument indispensable. L'oreille, ça se forme, ça s'apprend. Et un jeune, je dirais que c'est un métier merveilleux, qu'il n'y a pas tellement de métiers aussi intéressants, et que c'est un métier tellement merveilleux qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, donc il y a une concurrence qui est féroce, mais que s'il a des choses à proposer, il faut qu'il fonce. Voilà, c'est une question de... pas tellement de ce qu'on a à en retirer, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on a à proposer. Est-ce qu'on a des choses qui sont intéressantes pour les autres, par exemple? Donc là, du coup, en fait, le podcast s'appelle Luxe et Artisanat. J'ai une question. Est-ce que vous considérez que les violons que vous fabriquez sont des violons de luxe? Est-ce que c'est du luxe, en fait, ce que vous faites? Là, ça pose la question de ce que c'est que le luxe. Oui, justement, voilà. du coup, c'est pour ça que je vous pose la question. Alors, le luxe, pour moi, le luxe, c'est travailler avec ses mains dans un environnement comme celui-là. Ouais, ça, c'est un grand, grand luxe. Ensuite, est-ce qu'un violon qui coûte 20 000 euros, c'est du luxe? Oui, certainement, c'est un objet de luxe. Ouais, c'est pas pour tout le monde. Le vrai luxe, c'est la liberté. Et donc, si on se libère en jouant un violon fabriqué ici, moi je suis ravi. Voilà. Donc, mais en tous les cas, mon souci, c'est de donner aux musiciens, un outil pour se libérer. Ouais. Ok. On va passer du coup aux 2 dernières petites questions de la fin. Alors moi, il y a une question que je pose en fait à tous mes invités. En fait, donc c'est une question sur le management. En fait, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. D'habitude, la question que je pose, c'est quels sont selon vous en fait les bons critères pour être un bon manager. Là, en l'occurrence, bon, là, je suis dans votre atelier, vous êtes tout seul. Il n'y a pas d'équipe en fait qui travaille pour vous ou avec vous. Du coup, il y a la notion d'apprentissage que vous avez abordée en début d'interview qui est extrêmement importante pour vous. En fait, ma question, elle va plus être quels sont les outils, quels sont les différents moyens en fait que vous mettez en place quand vous avez un apprenti qui travaille avec vous ou une équipe de plusieurs apprentis pour que cette personne, enfin ce groupe de personnes se sentent bien pour travailler avec vous, se sentent dans un environnement de travail qui soit agréable et vraiment une atmosphère de travail qui soit propice à fabriquer les meilleurs violons qui soient. Alors, il y a un premier aspect, c'est le temps. On ne compte pas le temps. Ça m'est jamais arrivé de regarder le nombre d'heures que faisaient mes assistants ou les apprentis, à quelle heure ils arrivent, à quelle heure ils partent. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et ils sont là pour apprendre, pour se perfectionner, pour chercher avec moi, pour partager. Et c'est ce qu'ils viennent chercher. Donc, bon, ils viennent chercher ce que je peux pouvoir leur donner dans ces domaines-là, mais je leur dis aussi, enfin, j'insiste sur le fait que ces échanges sont dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, je veux apprendre d'eux aussi. Et je veux apprendre d'eux toutes sortes de choses, de leur connaissance, des choses que je ne vais pas savoir. Ça peut être sur un approvisionnement, sur quelque chose qu'ils ont vu, bon, bref, donc il y a un état d'alerte qui doit être élevé et que j'essaie de manifester, c'est-à-dire que je suis à l'écoute, les moindres petites choses, un bruit d'un outil qui n'est pas tout à fait affûté, je vais lui dire, attends, il me semble que tu devrais affûter ton ciseau sans le regarder, juste comme ça, en l'entendre, à l'écoute. Mais c'est valable aussi dans l'autre sens. Et c'est très important de s'intéresser aussi et d'être à l'écoute de ce qui peut venir de l'expérience des autres, en fait. Et c'est pas parce qu'ils ont moins d'années de bouteille qu'ils ont des choses moins intéressantes à proposer.
Du coup, là, le mot qui me vient à l'esprit dans ce que vous dites, c'est l'humilité. Oui, l'humilité, c'est un obligé. Je veux dire, quand on fait ce métier-là, les gens qui ont des certitudes, c'est fatigant, d'une part. Et ensuite, il y a peu de chances qu'ils fassent de bons instruments. Il faut vraiment se remettre en question, chercher et accepter de repartir à zéro si jamais si jamais le résultat n'est pas là. Et ça peut être repartir 5 ans en arrière. C'est m'est arrivé de faire j'ai eu une série d'instruments dont j'étais pas content qui a duré 4 ou 5 ans. J'ai rapatrié tous ces instruments, je les ai tous échangés gratuitement. 5 ans. C'est énormément de travail. C'est des mois et des mois et des mois de travail. C'est des mois, c'est des sommes colossales. Comment on fait pour faire ça? Ça veut dire travailler double pendant les 5 années qui viennent. Et comment vous expliquez que du coup vous n'étiez pas content de ces instruments? Qu'est-ce qui s'est passé dans la fabrication? Ouais, j'étais pas content de la manière dont le vernis vieillissait et je me suis rendu compte que ça affectait la sonorité et donc j'ai récupéré ces instruments. Je les ai changés. J'ai appelé les musiciens un par un, j'ai attendu qu'ils passent ici, je leur ai dit qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Ah, c'est mieux, vas-y, prends-le, je récupère l'autre, ça coûte rien. Oui, mais c'est pour ça qu'au final, après, on vient vous acheter des instruments à 20 000 €. Mais parce que, peut-être. Mais donc, c'est-à-dire qu'il y a pour moi, il y a on va dire, c'est pour mon confort personnel. J'aime être satisfait de ce qui sort d'ici, mais autant T, c'est-à-dire aujourd'hui, mais autant T plus 10, plus 20, plus 30, je veux que les instruments soient les meilleurs possibles. Et donc, si je vois un instrument que j'ai fait il y a 30 ans qui ne me plaît pas, ouais, je suis capable de faire ça, ou de refaire la table, refaire le vernis. Si je peux l'améliorer aujourd'hui, je le fais, et c'est gratuitement. Ok. Bon, écoutez, déjà, merci beaucoup. Alors juste, donc du coup, comme je l'ai dit, vous avez énormément de casquettes, vous organisez des concerts qui sont ouverts au public? Oui, bien sûr, ouais. D'accord, donc du coup, je mettrai un petit lien. Donc si on veut vous trouver, si on veut vous joindre, on tape Frédéric Chaudière, je pense, sur Internet. Enfin, de toute façon, moi, je l'ai fait, donc je vous ai trouvé. Et puis, dans ce cas-là, si quelqu'un veut vous contacter, il suffit qu'il vous contacte. Puis après, eux de voir s'ils ont envie de... Bon, ils sont les bienvenus. En tous les cas, je suis content de recevoir des gens. Aussi de discuter, je veux dire, de parler du métier, de ce que je fais, c'est aussi une manière de synthétiser l'ensemble des choses qui sont faites ici, et ça permet aussi d'avancer. C'est-à-dire que ce genre de discussion, ça me permet d'avoir une vue plus globale, générale de ce que j'ai fait, ou de ce qu'on fait avec mon assistant et ma fille et mon fils, et on est toujours en train de chercher à s'améliorer, donc les regards extérieurs, c'est toujours important. D'accord, écoutez, merci beaucoup. J'aurais pu continuer encore pendant un petit moment, mais il faut qu'on s'arrête. Merci vraiment, merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. Ok, merci à vous. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que l'épisode vous a plu et j'en suis ravie. N'hésitez pas à suivre le podcast sur votre application d'écoute, à y laisser un petit commentaire ou un mot doux et surtout à le partager autour de vous. Ça m'aide énormément pour la poursuite de ce projet et ça m'encourage beaucoup. Si vous avez des questions ou des suggestions à me faire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram @luxe et artisanat tout attaché. Je publie des photos qui illustrent les épisodes. Vous pouvez également me contacter sur LinkedIn à Soukaina Gutiérrez. Après toutes ces informations pratiques, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Luxe et Artisanat.